Donc on va commencer. Il y a sans doute encore quelques personnes qui vont arriver, mais on va commencer. Tout est prêt. Alors bienvenue à tous et merci d'être toujours aussi fidèles et curieux de ce qu'on présente. C'est toujours très valorisant. Merci. Alors c'est encore une fois une conférence co-organisée avec la FAS et qui est, comme vous savez, l'Association française pour l'avancement des sciences. Alors aujourd'hui, il s'agit d'une conférence que je dirais très spéciale pour au moins 3 raisons. Premièrement, c'est la dernière de l'année scolaire, parce qu'on fonctionne, nous aussi, en année scolaire. Et la prochaine aura lieu le 9 octobre, et ça sera sur l'histoire de l'univers. Pourquoi pas, hein ? Ensuite, deuxième raison, il s'agit d'une introduction à l'Assemblée générale qui va faire suite à cette conférence. Assemblée générale qui sera suivie ensuite d'un pot d'amitié. Alors, AG et pot d'amitié auquel vous êtes invités si vous le souhaitez et si vous êtes aussi curieux en dehors des problèmes de scientifiques. La troisième raison pour laquelle c'est très spécial, c'est qu'il s'agit du blob. Depuis le temps qu'on veut une conférence sur le blob, on l'a. Et bravo. Merci beaucoup à Laurent Palka d'avoir accepté de nous parler du blob. Alors, Laurent Palka, c'est maître de conférence au Muséum d'histoire naturelle et justement un spécialiste des protistes dont fait partie le blob. Le blob qui est, comme on a dit, ni un animal, ni un végétal, ni un champignon. Et voilà, donc c'est un protiste. Et Laurent Palka va nous dire tout sur les protistes, et surtout sur le blob. Alors, il y a... Ah oui, y a ce blob qui est quand même un peu spécial, qui est... Bon, à chaque fois, quand même, quand on y pense, c'est une seule cellule qui a multiples noyaux, des dizaines jusqu'à des millions de noyaux. C'est ça, hein ? Bon, et donc, c'est quand même quelque chose, un organisme vivant qui est incroyable, qui est vraiment tout à fait spectaculaire. Et puis, en plus, cet organisme, il est quasi immortel. Il a peu de prédateurs. Il peut... Bon, écoutez, d'accord. Ok, alors voilà, maintenant c'est à vous et je vous remercie, on vous remercie vivement d'avoir accepté de nous parler de tout ça. Bien, bonjour à toutes et à tous. Merci Marie-Françoise. Ah, ici, hein ? Oui. Bonjour à toutes et à tous. Merci Marie-Françoise. Merci l'association Chercheurs Toujours. Quand je ne connaissais pas cette association, mais quand j'ai vu son nom, je me suis reconnu, ça m'a parlé, hein, parce que moi, les chercheurs, les anciens chercheurs, je suis ancien chercheur, je ne peux pas imaginer qu'à l'arrêt de leur activité officielle, ils s'arrêtent de s'intéresser à leur objet d'intérêt. Donc ça, je ne peux pas. Je pense que la science et l'art sont deux disciplines sœurs et qu'on ne peut pas imaginer, ce que je disais tout à l'heure, on ne peut pas imaginer un artiste arrêter son activité à une année précise. Voilà, donc pour ça, je suis très heureux d'être ici parmi vous aujourd'hui. Donc Marie-Françoise a parlé du blob avec beaucoup de noyaux. Je crois que je vais vous expliquer pourquoi. Enfin, pourquoi ? C'est pas déterminé ce que je veux dire, mais en tout cas, expliquer l'intérêt d'avoir beaucoup de noyaux. Voilà. Alors, moi, je travaille au CESCO, au Centre d'écologie et des sciences de la conservation, rue Buffon. Je suis venu en voisin. Et dans cette unité de recherche, je travaille à la fois sur les protistes, à la fois sur les champignons qui s'associent aux racines, sur les toits végétalisés, donc en écologie urbaine. Mais ma formation de départ, lorsque j'ai fait ma thèse, eh bien, c'était dans la forêt de Fontainebleau. Voilà. Et c'est pour ça qu'en tant qu'écologue et en tant que protistologue,
j'ai utilisé cette photo que vous voyez sur la première diapositive, parce que généralement, quand on parle du blob, on montre quelque chose qui vient d'un laboratoire. Moi, j'ai voulu montrer une photo, une image qui est in situ, prise in situ. Qu'est-ce qu'on voit? On voit un tronc d'arbre avec une masse jaune citron intense. Un tronc d'arbre, ça signifie qu'on est dans une forêt. Et là, en l'occurrence, on est dans une forêt tempérée. Cette masse jaune intense, si on la regarde attentivement, on observe non seulement qu'elle est macroscopique, elle est visible à l'œil nu, mais également parce qu'il y a un réseau de ce qu'on appelle, ou de manière un petit peu abusive, des veines. Voilà. Il y a un réseau à l'intérieur de cette masse. Et puis si on faisait un zoom, alors ça ne sert à rien de faire un zoom sur une photo, mais si on faisait un zoom sur l'organisme qui est photographié, on verrait une masse gélatineuse. Voilà. Donc en fait, on a un organisme qui est macroscopique, qui est jaune intense et qui est gélatineux. Et lui, c'est le blob. Alors le blob, on doit son nom à qui? On doit son nom à cette dame, Audrey Dussutour, qui est directrice de recherche au CNRS à l'université Paul Sabatier de Toulouse, et qui a donné son nom à Physarum polycephalum. Voilà, ça c'est le nom latin du blob. Elle a donné son nom, alors vous voyez, Audrey Dussutour montre le blob dans une boîte de pétri, c'est-à-dire une boîte qu'on utilise pour cultiver les micro-organismes en laboratoire. Donc c'est pour ça que je n'ai pas voulu commencer avec cette boîte, en sachant de toute façon que j'allais y venir. Et puis Audrey Dussutour, elle a donné le nom de blob à Physarum polycephalum en s'inspirant de ce film. Ce film d'horreur sorti en 1958 avec Steve McQueen et qui imaginait une créature gluante, énorme, plus énorme que celle qu'on a vue en forêt, atterrir sur Terre avec une météorite. Sortir de la météorite et se déplacer dans l'environnement, en particulier dans une petite ville des États-Unis, et en mangeant tout le monde. En dévorant tout le monde. Voilà. Donc ça, c'est l'histoire du blob. Et alors, Audrey Dussutour a eu quand même une idée lumineuse d'utiliser ce terme-là, parce que ça a créé un buzz. Comme on dit aujourd'hui, c'est vraiment incroyable. Si vous regardez le nombre d'articles, d'interviews d'Audrey Dussutour, c'est incroyable. Et elle a fait tellement de médiation qu'elle a reçu la médaille du CNRS de la médiation. Voilà, donc, alors c'est énorme. Et donc, quand c'est elle qui est interviewée, ça passe. Mais il n'y a pas qu'elle. Et vous savez, tout le monde le sait, mais ce n'est pas mauvais de le rappeler, qu'il faut faire attention à ce qu'on lit sur Internet francophone. Parce qu'on peut aussi chercher sur Internet anglophone. Voilà, sur l'Internet francophone, qu'est-ce qu'on peut lire? Là, je vous ai tiré un article d'un journal que tout le monde connaît, et d'un journal plutôt sérieux, et alors qui s'intéresse au blob aussi, parce que tout le monde s'intéresse au blob. Alors le blob, créature étonnante, et puis il y a un début de texte qui dit « cet organisme méconnu », il n'est pas si méconnu que ça, mais enfin bref, il n'est ni plante, alors ça va rejoindre ce que vous avez dit, Marie-Françoise, ni plante, ni champignon, ni animal. Alors là, c'est vrai, il n'y a pas de commentaire à faire. Par contre, si vous lisez la suite, il est indiqué, mais un peu des trois à la fois. Alors ça, c'est, pardonnez-moi l'expression, n'importe quoi. Et alors, ce n'importe quoi, ça ne serait pas trop dommageable s'il n'était pas lu par 1,4 million de personnes. 1,4 million de personnes qui lisent une bêtise, ça fait mal, quoi. Voilà. Donc, c'est pour vous dire que sur Internet, évidemment, tout le monde le sait, il y a à boire et à manger, mais quand même, il faut le rappeler, il faut faire attention. Voilà. Heureusement, il y a des bons journaux.
et il y a des bons articles. Et le journal dont je vous parle, c'est un journal qui est adossé à la science, parce que c'est rédigé par des chercheurs et des enseignants-chercheurs, et c'est lié en liaison avec les journalistes, donc les journaux. Ce journal s'appelle The Conversation, et c'est la version française d'un journal qui est international. Hein. Et alors, à un moment donné, on a demandé à quelqu'un au muséum, sur la liste de diffusion du muséum, de rédiger un article sur le blob pour les jeunes. Et j'ai répondu présent. Et donc, j'ai rédigé cet article qui s'appelle « Camille, c'est quoi un blob ?» C'est pas moi qui ai trouvé le titre, mais quand même, c'est parce que c'est dirigé vers les jeunes. Et depuis, je me suis senti une mission, c'est celle de rapprocher les jeunes de la science. Et dans cet article, qui a eu quand même pas mal de vues, hein, je ne sais pas, 1,4 million, mais quand même 51 000, un peu plus de 51 000 lecteurs, c'est quand même pas si mal. Et puis... Ah non, là je peux rien faire. Bon, alors, ce qui est important là, c'est pas vraiment ça, là, c'est ça, c'est ce bout de texte. C'est un commentaire. Oh, j'ai pas eu beaucoup de commentaires, j'en ai eu 3. Mais c'est un commentaire d'un lecteur qui me dit « Oh, vous savez, le blob... le blob, il appelle le blob, on le connaît depuis longtemps, depuis 40 ans, moi je dirais plus, hein, parce qu'il a été quand même décrit en 1822, hein, donc ça fait quand même depuis la fin du 19e qu'on est censé connaître un peu plus de choses sur lui. Hein. Donc on le connaît quand même depuis longtemps. Alors, et puis alors, sa question, c'est de dire, mais pourquoi il fait le buzz aujourd'hui? Voilà. Et alors moi je lui ai répondu. Je lui ai répondu que, donc, on le connaît certes depuis longtemps, depuis des décennies, hein, même quasiment plus, hein, mais en fait, faire le buzz, c'est pas un souci, parce qu'à travers le blob, c'est la science qui fait le buzz. Et donc, en fait, on ne peut que s'en réjouir, on peut que se réjouir que la science fasse le buzz. Voilà. Et donc, moi, ça va tout à fait dans le sens de mon action qui est un peu en dehors du muséum. Voilà. Et j'ai fait aussi 4 conférences. C'est la 5e aujourd'hui. À chaque fois en essayant d'insister sur le mystère du blob, hein, en essayant de démystifier le blob. Et mais peut-être même pas, parce que moi, je me pose aussi, évidemment, des questions sur le blob. Et alors, il y a, à Dijon, là, en fin 2022, ceux qui m'avaient invité me disent « Oh, mais nous, on a trouvé un film sur Internet, il est super, et on va vous le montrer. » Et ils me l'ont montré. Et effectivement, depuis cette conférence, c'est pour ça qu'une conférence, c'est toujours gagnant-gagnant, c'est que je repars jamais les mains vides. Voilà. Et donc, je suis reparti avec quelque chose, c'est-à-dire un film que je ne connaissais pas, et dont j'ai tiré... voilà, ça c'est le film sur Internet, voilà, et où on voit là 79 luxe. Alors j'ai cherché, dans votre chambre à coucher, vous avez 300 luxe. Si vous avez une salle dans le salon pour lire, vous avez besoin de 500 luxe. Donc 79, c'est vraiment la forêt avec peu de lumière. Vous allez voir, c'est important. Voilà. Et ensuite, ça c'est un arrêt sur image du film, parce que je vais garder un petit peu de suspense, je ne vais pas vous le montrer tout de suite. Ça c'est l'image, l'arrêt sur image. Pourquoi? Parce qu'avant, il n'y avait pas les indications des aliments. On voit une étoile avec autour, comme un cadran, des aliments. Hein. Et alors, j'ai cherché, enfin, j'ai joué le rôle de détective, même dans la recherche, on joue toujours le rôle quelque part de détective. Hein. Et j'ai cherché de quels aliments il s'agissait. C'était pas simple, parce que moi, j'avais bien reconnu la coque de macaron. Ça, tout le monde. Hein. J'avais bien reconnu les flocons d'avoine. J'avais bien reconnu ce que j'ai appelé du jambon, mais paraît-il que c'est du bacon. J'avais aussi reconnu les haricots verts. Par contre, la levure de boulanger, non. Ça je ne savais pas du tout ce que c'était. Et puis, je me doutais bien que c'était des pommes de terre, mais je ne savais pas qu'elles étaient vapeur. Voilà. Et alors, donc, j'ai cherché, et vous avez vu tout à l'heure, dans la diapositive précédente, il y a une personne
qui s'appelle Sébastien Droguet. Alors, moi, sur Internet, j'ai cherché Sébastien Droguet. C'est pas facile, hein. J'ai trouvé quand même un lien, une adresse, et je l'ai contacté. Alors je lui ai dit, j'aimerais bien savoir qui a fait ce film. Et il m'a dit, ah, mais c'est pas moi. Alors c'est un professeur agrégé d'un lycée en Meurthe-et-Moselle. Il dit, c'est pas moi, c'est Karine Kalusinski. Alors, évidemment, je lui ai demandé l'adresse de cette Karine, et je l'ai harcelée de questions. Ah, donc, elle a répondu avec beaucoup de gentillesse et en disant « Mais oui, le film, il est pour tout le monde. Les informations que je vous donne sont pour tout le monde. L'important, c'est de diffuser les connaissances. » Voilà, donc on était d'accord. Donc Karine, elle a monté une expérience avec le Blob et ça, je vais vous présenter le dispositif expérimental de cette expérience dans un cadre. C'était une expérience nationale, une expérience éducative nationale qui s'appelait « Élève ton blob ». C'était dans les années, au cours de l'année 2021 et je crois début 2022. « Élève ton blob ». Vous allez dire, le verbe « élever », il est un peu abusif. Parce que nous, au labo, on ne parle pas d'élever des bactéries. Hein. On n'élève pas, même pas des protistes, hein. On les cultive. Comme les champignons. Voilà. Et donc, le fait d'utiliser élève, ça peut-être, c'est aussi pour rapprocher les élèves du blob. Et alors, effectivement, c'est vrai que ça rapproche les élèves. Le mois dernier, je reçois dans mon bureau une jeune fille de 3e, de collège. Et je lui dis, alors elle m'interviewe sur mon métier. Et je lui dis, je suis protistologue. Ça ne lui a rien dit du tout. Et je lui dis, tu sais, protistologue, c'est spécialiste des protistes. Pas de réponse, pas de réaction. Après, je lui dis, tu sais, t'en connais un. Là, elle a tendu l'oreille, elle a commencé à ouvrir les yeux. J'ai dit, oui, le blob. Et alors là, ses yeux se sont écarquillés. Et donc, j'ai vu que l'influence du blob, ou l'influence de tout ce qu'on dit sur le blob, pour les élèves des collèges et des lycées, ils sont, plus qu'impressionnés par le blob. Voilà. Et après, j'essaierai de voir avec vous pourquoi. Voilà. Alors ça, c'est le dispositif qui se passe dans une salle de travaux pratiques, dans un lycée, en Meurthe-et-Moselle, hein, et donc dans une caisse. Voilà. Donc, cette Christine a installé la boîte de pétri, c'est une boîte carrée, hein, elle peut être normalement ronde, mais là, elle est carrée, avec de la gélose. La gélose non nutritive, c'est de la gélose uniquement pour faire glisser, c'est-à-dire pour avoir un milieu suffisamment humidifié. Et puis, là, on retrouve les aliments. Alors, les conditions expérimentales, bien donc, on est sur la paillasse, c'est de la température ambiante. On a un éclairage artificiel avec cette lampe, avec cette lumière artificielle tamisée. Voilà. Et on sait maintenant, grâce à Sébastien Droguet, que c'est 79 lux. Voilà. Donc c'est très faible. Et puis c'est éclairé 24 heures sur 24. Alors, si je continue... Alors oui, ici, hein, vous voyez une boîte. Ça, c'est une boîte ronde. Hein. Eh bien, cette boîte, elle est jaune comme le jaune de la masse qui s'est développée sur la boîte de pétri. Cette boîte-là, c'est la boîte dans laquelle Karine a découpé l'étoile. Donc, c'est la boîte mère. Mais d'où vient cette boîte mère? Eh bien, cette boîte mère, elle vient de la culture faite dans le lycée à partir de ça. Ça, c'est une forme desséchée du blob qu'on appelle un sclérote. On va y revenir. Et ce blob desséché a été envoyé par la poste par Audrey Dussutour et ses collègues à une multitude de lycées en France. Et je pense aussi en Outre-mer, métropole et Outre-mer. Voilà. Donc, ils ont reçu ça par la poste. Et alors, quand je disais Élève ton blob, une expérience éducative, c'est parce qu'elle était adossée à une mission, la mission Alpha de Thomas Pesquet.
qu'on retrouve ici, Thomas Pesquet, qui, là, a reçu une boîte. Cette boîte-là, elle contient 4 alvéoles. Là, on a un ingénieur du CNES qui tient dans sa main la boîte ouverte avec 4 alvéoles qui vont recevoir chacune un sclérote. Et le sclérote va être installé dans les laboratoires du CNES sur Terre. Hein. L'ingénieur va refermer la boîte avec un système de prise de vue. Hein, et cette boîte va être hermétiquement fermée et envoyée par le cargo ravitailleur à l'ISS, c'est-à-dire la Station Spatiale Internationale, où se trouve Thomas Pesquet. Thomas Pesquet reçoit la boîte, ne peut pas l'ouvrir parce que de toute façon, ce n'était pas prévu de l'ouvrir. Il installe, il fait la connexion du dispositif de prise de vue et il injecte avec une seringue de l'eau stérile. Il injecte de l'eau stérile dans les 4 alvéoles uniquement pour réactiver, réhumecter le sclérote et le réactiver. Ensuite, sur cette caisse qu'on a vue tout à l'heure sur la paillasse, il y avait un système, mais vraiment donc que tout le monde pourrait utiliser, la science participative pourrait utiliser, et je pense qu'il l'utilise, c'est le smartphone, qui était placé au-dessus de la boîte, au-dessus d'un trou évidemment, pour que la caméra puisse filmer, faire des photos. Et faire des photos avec une application qui s'appelle Time Lapse. Et cette application, elle fait quoi? On la programme évidemment, hein. Elle fait des photos. Et là, elle va faire des photos toutes les 2 minutes, une photo prise toutes les 2 minutes pendant 34 heures. Le smartphone va faire ça, hein, il va prendre une photo. Et ensuite, l'application Timelapse prend toutes les photos, les rassemble dans une durée qu'on a déterminée. Là, la durée a été de 30 secondes. Donc, le Timelapse a réuni par seconde 1020 photos dans 30 secondes. Voilà. Et oui, dans 34 heures, ça fait 1020 photos et, par minute, et transformé dans les 34 secondes, ça fait 34 images par seconde. Ça fait un peu plus que l'image au cinéma. Voilà. Donc c'est ça qui a été réalisé. Et alors maintenant, je vais vous demander, même si on voit un petit peu quand même là, ce qui se passe sur la photo, mais bon, à votre avis, le blob va aller où? Il a le macaron, les flocons d'avoine, le bacon, les haricots verts vapeur, il a la levure de boulanger et les pommes de terre vapeur. À votre avis, il va aller où? Bah oui, oui, mais justement, voilà. Donc là, je vais vous montrer le film, mais après, on va y revenir, on va décortiquer ça, et c'est pas aussi simple que ça. Alors, normalement, je dois activer le film ici. Regardez le film. Alors ça, c'est l'étoile, c'est le blob qui commence à se développer une fois qu'il a été installé au milieu de ses aliments. Et comme vous avez vu, le blob se dirige directement vers le macaron. Et alors là, je vais arrêter, si je peux, oui, je vais arrêter le film, parce que vous voyez ici une tache. Et donc, dans l'esprit de tout le monde, la tache, c'est le blob qui recouvre le macaron. C'est un gros gourmand, il commence par sucrer. C'est souvent comme ça quand on a un petit creux. Et alors, on va reprendre le film. Donc voilà, il se dirige vers le macaron et on a l'impression qu'il recouvre une partie du macaron. Donc en fait, la tâche continue de grandir et puis on voit qu'il attaque le bacon, les flocons d'avoine et les haricots verts. Voilà. Et alors, c'est mystérieux ça, hein? Et j'ai posé la question à Karine. J'appelle Karine. Je lui ai dit, oui, mais moi, ça ne me suffit pas, ça. D'abord, j'ai cherché quels étaient les aliments, je les ai.
j'ai cherché quel était le dispositif expérimental, et je l'ai, mais j'ai dit ça ne suffit pas, hein. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? Est-ce que vous n'avez pas d'autre chose que 30 secondes de film? Il est beau votre film, enfin, il manque des choses, quoi. Et elle m'a rajouté des photos. Elle m'a envoyé des photos. Et elle m'a dit que je pouvais les partager. Voilà. Donc, on en est là. Le blob, dans la boîte de pétri, sur la paillasse, hein, va directement vers le macaron et ensuite s'intéresse à d'autres aliments et on a l'impression qu'il recouvre le macaron. Alors ensuite, je me suis posé la question, j'ai dit, c'est très mystérieux ça, mais il y a deux façons, à mon avis, scientifiquement, hein, de chercher une réponse. La première, c'est de faire la carte d'identité scientifique du blob, déjà de savoir de quoi on parle, et puis deuxièmement, hein, d'aller chercher dans la littérature, et aussi dans ce que je connaissais évidemment, hein, qu'est-ce qui pourrait expliquer ce comportement alimentaire. Voilà, donc c'est ce que je vous propose de faire maintenant, en deux parties. Hein. La première, c'est la carte d'identité du blob. Et pour la carte d'identité, il n'y a rien de mieux que commencer par l'arbre du vivant. L'arbre phylogénétique du vivant. Phylogénétique, ça veut dire que c'est l'étude des parentés entre les organismes, ou entre les groupes d'organismes. Et on a là, ici, les eucaryotes. Donc, c'est qu'une partie de l'arbre du vivant. Je n'ai pas mis les bactéries, je n'ai pas mis les archées. Les archées, ça ressemble aux bactéries, mais ce ne sont pas des bactéries. Donc, il y a normalement, dans l'arbre du vivant, il y a 3 branches. Il y a un tronc avec 3 branches. Hein. Bactéries, archées et eucaryotes. Eucaryotes, c'est ça. Alors, voilà, donc il y a un tronc, il y a 2 branches, et puis si on prend la branche de gauche, elle se termine ici par les métazoaires, c'est-à-dire les animaux. Et nous, on est là. On est dans cette branche-là. À côté de la branche des animaux, il y a la branche des champignons. Et les champignons sont juste à côté des animaux. Ensuite, si on reprend l'autre branche qui sort du tronc, on voit qu'elle mène aux plantes, c'est-à-dire aux végétaux terrestres, multicellulaires, et puis également aux algues, une partie des algues brunes. Voilà. Donc tout ça, là, ce sont des pluricellulaires. Ce sont des organismes qui sont organisés en une multitude de cellules, organisées elles-mêmes en tissus ou en organes. Et alors, tout le reste, vous avez vu, il y a plein de branches dans cet arbre des eucaryotes. Tout le reste, ce sont des organismes qui possèdent, comme les animaux, les champignons, les plantes et les algues brunes, dans leurs cellules, l'ADN protégé dans de noyaux. Eucaryote, ça veut dire vrai, caryote, ça veut dire noyau. Donc tout ce monde-là, c'est un monde dont le trait commun, c'est d'avoir une cellule construite autour d'un noyau, d'un système nucléaire, d'un noyau. L'ADN est protégé dans le noyau. Voilà. Et alors donc ça, ce monde-là, on appelle ça des protistes. Donc c'est ma spécialité. Et simplement pour vous dire que là, on voit bien que les champignons sont phylogénétiquement, sont plus proches des animaux que des plantes. Alors, les protistes. Alors ça, c'est intéressant, les protistes, parce que je ne vais pas vous parler de toutes les branches des protistes, évidemment. Avant, moi, dans ma thèse, j'ai travaillé ici, chez les ciliés, dans la forêt. Mais la branche qui va nous intéresser aujourd'hui, c'est celle-ci. Ce sont les amébozoa. Les amébozoa, ça veut dire amibes. Ce sont les amibes vraies, voilà. Et les amébozoa, je vais vous montrer un exemple d'amibes. C'est ça. Dans ma forêt de Fontainebleau, dans la litière, j'ai trouvé quoi? J'ai trouvé beaucoup de choses, mais j'ai trouvé cette amibe-là. Je l'appelle TGV. Ah, c'est pas pour la vitesse, c'est pour les extrémités motrices. Vous allez voir, cette amibe a 2 extrémités motrices. Là encore, je vais aller directement sur le... En espérant que ça marche du premier coup. Non, ça ne marche pas. Ah.
Voilà. Regardez, ça c'est l'amibe de départ. Alors ce qui passe là, ce ne sont pas des bactéries, ce sont probablement des nanoflagellés. Ça passe trop vite pour que ce soit des bactéries. Voilà. Donc ça, c'est un amibe qui doit mesurer dans les 150-200 microns de long, mais ça dépend comment elle est formée, puisque ça se déforme tout le temps, les amibes. Regardez. Et regarde, ça c'est amibe, et alors cette amibe a deux extrémités motrices, elle va dans deux sens opposés. Alors, c'est du temps réel, c'est pas comme le film sur le blob. Et là, vous allez voir quelque chose d'intéressant. C'est premièrement que l'amibe va s'étirer et au milieu de la cellule, puisque c'est qu'une cellule, hein, avec le cytoplasme qui va d'un côté et de l'autre. Le cytoplasme, c'est tout ce qui contient tout ce que contient la cellule. Ce petit rond blanc là va se fermer. C'est l'amibe qui est en train de contrôler sa pression osmotique. Et elle aussi, elle va rejeter des déchets liquides. Regardez, ça va se fermer. Attendez, ça va venir. Voilà. Elle a fermé sa vacuole pulsative. Donc ça, c'est un événement naturel chez les unicellulaires. Et puis à un moment donné, on dirait une patte de doigt là. Et à un moment donné, le cytoplasme, donc c'est-à-dire à l'intérieur de la cellule, il y a un courant. Et on voit le courant se déplacer d'un côté, d'une extrémité vers l'autre. Voilà, donc la cellule s'est rendue à l'évidence qu'il valait mieux aller toutes dans le même sens plutôt que de se séparer en deux. Voilà. Donc ça, c'est l'histoire de mon amibe. Alors, j'arrête la vidéo. Et normalement, je dois pouvoir continuer le... Voilà. Et alors, cette amibe-là, si je devais la placer dans l'arbre, je la placerais ici. Voilà. Si jamais c'est le bon genre que j'ai identifié, hein, mais c'est assez aléatoire. Donc disons que cette amibe est positionnée ici dans l'arbre. Mais ce qui va nous intéresser, c'est ça. C'est cette branche-là qui se trouve être les EU, hein, mycétozoa. Alors, vous savez, en science, je ne suis pas le seul à le dire, hein, en science, on a la fâcheuse manie d'utiliser des termes qui sont obsolètes. Et c'est-à-dire que quand on propose des tests, des termes, eh bien on prend le risque de les garder ad vitam aeternam. Et celui-là, on le garde depuis longtemps. E veut dire vrai, mycète veut dire champignon, zoa veut dire animal. Vous avez vu, dans l'arbre, il n'y a rien à voir avec les animaux et les champignons. Voilà. Bon, on garde, on va les appeler mycétozoa, pardon. Et alors, cet embranchement, puisqu'il s'agit d'un embranchement en taxonomie, eh bien, on va essayer d'aller un peu plus loin, et vous allez me pardonner, je vais faire juste un tout petit peu de taxonomie, c'est-à-dire de classification. Regardez, sous l'embranchement, il y a 3 groupes qu'on appelle des classes. Et ces classes-là, il y a les Dictyostella, Myxomycètes et Protosporangidae. Dictyostella, là, c'est des amibes sociales. C'est des amibes qui ont un comportement grégaire qui se rassemblent, mais elles ne fusionnent pas. Les Protosporangidae, je ne les connais pas. Par contre, ce que je connais, c'est ça, Myxomycètes. Et Myxomycètes, vous avez encore mycètes. Ça ne veut rien dire. On n'est plus dans le monde des champignons. Par contre, on est bien dans le monde des myxos. Myxo, ça veut dire mucus. Ah, ça veut dire quoi? Ça veut dire que tous les organismes qui entrent dans cette classe, ce sont des organismes qui produisent du mucus. Et alors, vous allez me dire, oui, mais pourquoi cette erreur? Eh bien, il y a une raison. C'est que tous les organismes qui font partie de cette classe ont un cycle biologique qui passe par un stade qui ressemble à une moisissure. C'est la production de spores. Et on pourrait s'y méprendre. Et c'est pour ça que l'espèce a été décrite pour la première fois en 1822 par un mycologue.
Et c'est pour ça qu'on les a classés parmi les mycètes. C'était une erreur qu'au départ, on ne pouvait pas se douter que c'était une erreur. Voilà. Donc, les myxomycètes, ce sont des organismes qui produisent du mucus et qui passent par un stade qui ressemble à un stade de champignon. Voilà. Ensuite, dans une classe, il y a des ordres, où il y a un ordre, enfin ça dépend combien il y en a, et là il y en a 5, et il y a un ordre qui va nous intéresser, c'est l'ordre des Physaral. Et dans cet ordre, il y a des familles, donc vous voyez, je descends dans la taxonomie, il y a un moyen mnémotechnique pour s'en rappeler, ça s'appelle, on dit Récofgère. Récofgère, on part de règne jusqu'à la race. Hein. Voilà. Donc on est parti de l'embranchement, de la classe, de l'ordre, et dans l'ordre, il y a une famille qui va nous intéresser, les Physaceae, et ensuite, dans cette famille, il y a 12 genres. Et dans ces 12 genres, il y a Physarum. Et dans ce genre-là, il y a 114 espèces. Je les ai comptées, 114. 114 espèces au moment où je les ai comptées. Hein. Peut-être qu'il y en a moins ou plus aujourd'hui, je ne sais pas. Enfin bref, et donc Physarum polycéphalum, c'est le blob. Voilà. Donc j'ai voulu vous montrer cette approche taxonomique uniquement pour vous montrer la diversité. Le blob, c'est une petite chose dans l'arbre du vivant, et il y a plein d'autres cousins, cousines. Voilà. Donc le blob. Et là c'est il s'appelle polycéphalum. Et vous savez pourquoi il s'appelle polycéphalum? Polycéphalum, c'est le nom d'espèce. Ben, poly, ça veut dire plusieurs, céphalum, ça veut dire tête. Et alors, ça vient simplement que ce qui ressemblait à tout à l'heure, je vous parlais de la forme des moisissures, c'est ça. Voilà. Ça, c'est la fructification. Ça c'est un sporange, c'est un sac qui contient des spores. C'est l'organe de fructification, comme les champignons. C'est pas surprenant qu'on les ait mis dans les mycètes. Hein. Et voilà. Et donc là, on a 2 têtes. Et c'est pour ça qu'on l'a mis, on a appelé, on n'a pas dit de céphalum, on a dit polycéphalum. Voilà. Parce qu'il peut y avoir plus que 2 têtes. Voilà. Donc ça, c'est l'organe de fructification. Et donc de production et de dissémination des spores. Les spores, c'est donc les organes de reproduction de l'organisme. Et ensuite, pour savoir ce que c'est, ça, il faut passer par un schéma, sinon on ne comprend rien. Alors le schéma, eh bien, on va le faire partir d'ici, là, où on avait les 2 têtes avec la production de spores. Les petits sacs qu'on a vus tout à l'heure éclatent. Les spores, des centaines de spores, sont disséminés par le vent, par les courants d'air, et arrivent où ils peuvent arriver. Alors ils peuvent arriver sur les feuilles, ils peuvent arriver sur la litière, ils peuvent arriver dans l'eau. En tout cas, s'il y a un film d'eau, le moindre film d'eau qui se trouve là, les spores vont germer, c'est-à-dire vont s'ouvrir, comme les sporanges s'étaient ouverts, les petites spores vont s'ouvrir et vont libérer quelque chose. Elles vont libérer quoi? Elles vont libérer une petite amibe, comme l'amibe TGV. La même chose, encore peut-être un peu plus petite. Donc, elle va libérer une amibe. Alors, chaque spore va libérer son amibe. Et alors, cette amibe, chaque amibe va produire des formes, alors c'est étonnant, qui restent amibe, mais avec 2 flagelles. Alors, j'ai interrogé un spécialiste de la taxonomie et de la phylogénie. Je lui ai dit, t'es sûr qu'ils ont 2 flagelles? Il m'a dit oui. On dit qu'ils n'en auraient qu'un, mais non, il y en a 2. Donc, il y a déjà des petites discussions sur le nombre de flagelles. Alors, il y a 2 flagelles. Ça c'est un avantage pour évolutif, parce que la dissémination est facilitée, et si la dissémination est facilitée, la reproduction, vous allez voir, est aussi facilitée. Et alors, j'ai mis des couleurs dans les amibes. Pourquoi j'ai mis des couleurs dans les amibes? C'est pour illustrer ou pour représenter des différences. Les petites amibes, elles ont des différences. Elles ont des différences dans leur ADN, c'est-à-dire dans leur noyau. Différence de quoi? Vous savez, chez nous, chez tous les organismes, hein, même chez les organismes qui n'ont pas de noyau, hein, ils comportent des gènes qui ont des versions différentes. Un même gène peut avoir des versions différentes.
Et chez les eucaryotes, ça s'appelle des allèles. Voilà, ça s'appelle des allèles. Et alors, il se trouve que les petites amibes qui sont libérées, qui sont sorties des spores, ont des allèles différents. Il y en a 720. Et alors, à quoi servent ces allèles? Eh bien, ça veut dire que si une petite amibe rouge rencontre une petite amibe rouge, de quoi elles vont se parler? De rien. Il ne va rien se passer. Par contre, si une petite amibe rouge rencontre une bleue, une verte, une noire, une blanche, elle va fusionner. C'est-à-dire, toutes les deux vont fusionner leurs cellules et leur noyau à l'intérieur. C'est la reproduction sexuée. Voilà. Donc, les amibes, là, font la reproduction sexuée, les noyaux vont se fusionner et ça va tout changer. Tout changer. C'est-à-dire que, à ce moment-là, l'amibe, alors ça, on va appeler ça les cellules mères, et là, c'est la cellule fille. Hein. Et vous voyez dans le schéma qu'il y a quelque chose qui change. C'est la couleur. Vous voyez qu'ici, là, maintenant, on est parti dans le jaune. Avant, il n'y avait pas de jaune. Vous avez vu mon amibe TGV, elle n'était pas jaune, elle n'était même pas colorée du tout. Hein. Donc, il y a quelque chose qui s'est passé. Pourquoi? Parce qu'on a ici, ça c'est la reproduction sexuelle, c'est vrai chez nous aussi, hein, spermatozoïdes et ovules, c'est N chromosomes chez les spermatozoïdes, N chromosomes chez l'ovule. Hein, c'est pareil, hein, évidemment. Pour avoir ensuite un œuf à 2 N chromosomes. Et bien là, c'est pareil, c'est N chromosomes et N chromosomes qui vont faire une cellule fille à 2 N chromosomes. 2 N chromosomes, c'est 2 fois plus de gènes, et grâce à 2 fois plus de gènes, eh bien, ils peuvent synthétiser. Les gènes peuvent exprimer des pigments jaunes. Il y en a plusieurs pigments jaunes, j'en ai mis 2. Voilà, hein. Donc c'est des pigments jaunes. Et pourquoi, vous allez me dire, l'amibe, enfin le blob a besoin de... Pourquoi ça a été... besoin, c'est un raisonnement un peu dangereux. Pourquoi ça a été conservé dans l'évolution? Pourquoi? Eh bien parce que, regardez, ici on est dans le milieu aquatique. Je vous ai parlé d'eau. Mais ici, c'est fini. On n'est plus dans le milieu aquatique. On est dans le milieu aérien. La différence, c'est que les organismes, les amibes, vont avoir les UV directement. Et les pigments, un des rôles, et c'est vrai aussi chez nous, hein, un des rôles des pigments, c'est de protéger contre les UV. Voilà. Donc, grâce aux pigments jaunes, la cellule va pouvoir résister aux UV. Et vous verrez aussi que, enfin vous verrez, les pigments jaunes sont aussi sensibles à la lumière, comme tous les pigments, et vont être sensibles aussi pour la sporulation. Ils ne vont pas simplement jouer pour la protection contre les UV, ils vont essayer d'avoir une importance au moment de déclencher la formation des spores. Hein. Bon. Alors en tout cas, ils forment des pigments jaunes. Et alors, ça c'est la première chose. La deuxième chose, c'est que l'amibe ne se trouve plus dans le milieu aquatique. Elle se trouve dans le milieu aérien. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il y a les UV, on l'a dit, mais il y a également la déshydratation. L'amibe va chercher à protéger sa cellule contre la perte d'eau. Elle le fait déjà avec sa membrane, c'est le fait de toutes les cellules, mais elle va faire quelque chose qui a été conservé parce que ça apporte un avantage sélectif. Ça veut dire que l'amibe va produire plus de descendance et donc elle va être conservée dans le temps. C'est la démarche de l'évolution. Eh bien, l'amibe va produire quoi? Le fameux mucus. Le mucus dont on a parlé au début et puis au milieu de mon raisonnement tout à l'heure, l'amibe se couvre de mucus pour éviter l'évaporation. Elle protège sa membrane avec cet enrobage de mucus. Et aussi, ça va l'aider, comme les escargots, à se déplacer dans un support du milieu aérien. Voilà, donc c'est tout bon. Et ils sont tous jaunes, les blobs? Celui-là, oui. Le blob Physarum polycéphalum, il est jaune intense. Et votre remarque est très bonne parce que j'y revenir à la fin. Et pendant qu'on y est là, pourquoi il y a tous les types sexuels ne collent pas avec l'autre?
Il y a des sélections dans les types sexuels. Les types sexuels, elles se sélectionnent dans la mesure où elles vont fusionner uniquement lorsque c'est des types sexuels différents. Donc le rouge peut fusionner avec le bleu, avec le noir, avec le vert, mais pas avec un rouge. Voilà. Et donc on peut très bien imaginer que ça a été conservé parce que ça apporte un avantage de brassage génétique. D'accord. Voilà. Et du point de vue génétique, c'est très différent, un type sexuel à un autre, du point de vue génétique? Non, sur le plan phénotypique plutôt. Une amibe, elle ressemble à une autre amibe, de toute façon. Non, génétique, oui, mais du point de vue chromosome. ah ben, du point de vue du chromosome, elle porte le même gène qui a une version différente. Ah, voilà, oui, c'est tout. Voilà. Oui, d'accord, c'est voilà. les allèles. Ouais, c'est les allèles, voilà. Alors voilà, et alors donc cette amibe-là, elle a produit des pigments, elle a produit du mucus, et c'est pas fini. Parce que il y a quelque chose qui va se passer. Donc il y a déjà beaucoup de choses qui se sont passées, mais là, c'est encore pire. Le noyau, il va se mettre à faire des mitoses, c'est-à-dire à se diviser. Chaque noyau qui va être produit va se rediviser encore pendant des milliers de fois, peut-être pas des millions, hein, mais des milliers de fois. Donc, donc évidemment, qu'un noyau se divise, ça veut dire que l'ADN se duplique. Et l'ADN, c'est plein de phosphate, plein de phosphore. Donc, il lui faut du phosphore. Il lui faut des nutriments pour multiplier son noyau. Et alors, ce qui va se passer, c'est que la cellule qui va devenir une masse jusqu'à devenir macroscopique, et plus que ça, vous allez voir, hein, parce que pour permettre cette duplication de l'ADN, il faut des nutriments. Donc la cellule consomme. Elle consomme quoi? Alors il y en a dans la littérature ou même dans les articles sur Internet, ils disent qu'elle mange des bactéries. La cellule ne va pas manger des bactéries, elle va manger de la matière organique. Et sur cette matière organique morte, il y a des bactéries, il y a des champignons, il y a d'autres protistes, elle prend tout. Voilà. Et elle fait ça en phagocytant, c'est-à-dire il y a la cellule qui forme deux filaments qui se referment autour de la nourriture. Voilà. Et alors donc en consommant, la cellule grandit, et elle a de plus en plus de noyaux. Et heureusement qu'elle a plus de noyaux parce que quand vous voulez qu'un noyau, l'ADN doit exprimer des enzymes. On ne peut pas imaginer que le noyau soit là, il exprime les enzymes ici, que la nourriture soit là. Ça ne marcherait pas. Donc il faut qu'il y ait des noyaux un peu partout. Voilà. Et donc ça marche. Et voyons la suite. Regardez, ça c'est à Bonn, dans l'université de Bonn. Et ça c'est une photo d'un bouquin qui est sorti dans les années 2000, au début des années 2000. Donc la photo a dû être prise dans les années 90-80. Donc vous voyez que le Physarum polycéphalum, ça fait longtemps qu'on l'étudie. Hein. Et donc à l'université de Bonn, ils ont obtenu ce plasmode. Ils ont obtenu ce plasmode parce qu'ils l'ont placé dans les conditions environnementales telles qu'il n'y avait pas de facteur limitant. En tout cas, il y a eu un facteur limitant à un moment donné, mais il n'y avait pas. Donc c'est pour ça qu'il est arrivé à faire plusieurs mètres carrés de surface. Voilà. Et dans cette masse, alors vous l'avez vu dans la forêt, après on l'a vu à un autre moment, il y a ces fils, ces filaments, ce réseau de filaments dont je vous ai parlé, et on parle de veines. Alors ce ne sont pas des veines, même si le blob est utilisé pour étudier la formation des veines de l'organisme humain. Mais ce ne sont pas des veines à proprement parler, parce qu'il n'y a pas de paroi. C'est simplement des filaments d'actine qui se sont polymérisés. Et elles se sont polymérisées tout au long d'un parcours dans le cytoplasme. Pourquoi il y a eu polymérisation de ces filaments? Pourquoi? Qu'est-ce qui a déterminé? Je ne sais pas. À quel moment ça se passe? Je ne sais pas. En tout cas, ce qui se passe, c'est que dans cette masse, il va y avoir le cytoplasme qui va se resserrer grâce à la polymérisation des filaments d'actine et faire des canaux, faire des voies très... Donc ça va faire quoi? Ça va créer du courant.
Hein. C'est un peu comme les courants marins, hein. C'est la même chose, les courants à l'intérieur d'un courant marin, l'eau va beaucoup plus vite, évidemment. Donc là, c'est ça. Et donc, je vais vous montrer juste une petite vidéo. Que j'ai trouvé sur Internet. Voilà. Alors, attendez. Alors ça c'est pas trop beau, on va bouger, mais on va voir le courant du cytoplasme dans ses veines. Voilà, voilà. Regardez comme ça bouge, comme ça avance. Et ça avance comme dans l'amibe TGV. Sauf que dans l'amibe TGV, vous avez vu, il n'y avait pas ces canaux. Hein. Regardez, ça va très vite. Et alors l'intérêt de ces canaux, c'est que lorsqu'il y a de la nourriture qui est ingérée d'un côté du plasmode, puisque une cellule, qu'elle soit grande ou pas grande, hein, ou petite, hein, mais une cellule qui a des centaines, des milliers de noyaux, même des dizaines de milliers de noyaux, ça s'appelle un plasmode. Voilà, hein. Et donc, dans ce plasmode, eh bien, tout est fait pour optimiser le métabolisme, tout est fait pour optimiser simplement la digestion, parce que le plasmode, il est là uniquement, entre guillemets, pour consommer. Et la digestion se fait dans les canaux. Alors, la digestion, il y a la digestion. Alors, il y a plusieurs niveaux de digestion. Il y a le fait d'introduire, internalisation de la nourriture, c'est-à-dire de la nourriture organique morte, des bactéries, des champignons et tout. Et puis ensuite, il faut que, pour la digestion, il y a des petites vésicules qui viennent du dictyosome. Le dictyosome, c'est un organite qui se place normalement près du noyau et où il va y avoir la synthèse des protéines, dont la synthèse des enzymes. Les enzymes vont être dans ces petits sacs et ces petits sacs vont aller fusionner avec un grand sac, c'est-à-dire avec même pas, parce que ça c'est filament d'actine, et va fusionner pour digérer l'intérieur. Donc c'est un système assez complexe, mais voilà, simplement pour vous dire que ça sert à déplacer pour aller à un endroit où il va y avoir la digestion. Alors, là, on a le plasmode. Le plasmode, donc il peut avoir, disons, on va dire qu'il a la taille qu'on a vue sur le tronc d'arbre. Hein, voilà. Et ce plasmode-là, les conditions dans le milieu, c'est pas comme à l'université, c'est limité. Et les ressources sont limitées. Et si le plasmode n'a plus assez de nourriture, qu'est-ce qu'il fait? Eh bien, il se métamorphose. Il crée des pédoncules avec des petits sacs dans lesquels il y aura des spores. Et la sporulation, il va y avoir la méiose. C'est exactement la même chose que quand il y a la reproduction sexuelle chez n'importe quel organisme. Hein, il va y avoir un brassage des gènes et ensuite des séparations avec des cellules qui vont comporter de 2 N chromosomes, vont passer à N chromosomes, ce sont les spores. Voilà. Donc le plasmode, donc là c'est le blob, hein, c'est ce dont on parle, c'est ça. Hein, c'est pas ça et c'est pas ça. Mais si on ne sait pas d'où vient ce plasmode, on passe à côté. Hein. Donc c'est pour ça qu'il faut expliquer le cycle biologique. Donc le plasmode, s'il n'a plus de nourriture, hop, il se métamorphose. Mais il y a une autre métamorphose qui est aussi intéressante. Vous allez voir. C'est ça. Alors ça, ce n'est pas une métamorphose, mais quand même, il y a quelque chose. Regardez ça, ce sont des gènes dans l'ADN, et ce sont des gènes qui s'expriment pour produire quelque chose. Ils produisent un sucre. Eh oui, un sucre qui s'appelle le tréhalose. Et le tréhalose, c'est un sucre. Nous, on a l'habitude de manger du saccharose. Le saccharose, c'est un sucre avec une molécule de glucose et une molécule de fructose. J'ai l'air savant parce que j'ai regardé, hein, avant je ne le savais pas. Hein. Glucose et fructose. Et le tréhalose, c'est glucose et glucose.
on dit que le tréhalose sucre moins. Voilà, donc je ne sais pas trop la différence entre ces deux molécules, mais enfin, il y en a une. Et alors, le tréhalose, regardez, alors en noir, c'est dans le plasmode, en gris, c'est dans le sclérote. Le sclérote, c'est ce qu'on a vu, c'est la forme desséchée. Voilà. Et donc, on voit que dans la forme desséchée, il y a un gène qui est surexprimé. Et ce gène-là, il produit ce sucre. Et ce sucre, c'est exactement, je ne sais pas si vous connaissez tardigrade, j'ai aussi publié un article qui a fait le buzz dans The Conversation sur les tardigrades, sur la Lune. Et chez le blob ou chez tardigrade, et ils entrent dans une forme de résistance à la perte en eau, la résistance à la congélation, résistance aux UV, etc., grâce à un sucre qui va noyer tous les organeles de la cellule. Il va faire une matrice qui va un peu faire une gelée, et grâce à cette gelée, l'organisme qui a produit ce tréhalose, ce sucre, va être protégé. Voilà. Donc le sclérote, si on revient au sclérote, ici, là, il a produit son tréhalose et il est protégé. Il peut rester sous forme de sclérote, pas ad vitam aeternam, mais pendant des décennies. Parce qu'il est protégé contre plein de facteurs de l'environnement. Voilà, donc ça, c'était le cycle biologique du blob. Et maintenant, je vais vous proposer de regarder la deuxième partie. Qu'est-ce qu'on connaît ? Qu'est-ce que je connais, puisque je ne parle pas au nom de la communauté scientifique, qu'est-ce que je connais des résultats de la littérature qui pourraient expliquer, ou en tout cas qui pourraient donner des éléments d'explication à ce qu'on a observé dans la boîte de Petri. Pourquoi ? Parce que dans la boîte de Petri, regardez, ça c'est la photo cachée, c'est-à-dire que Karine n'a pas montré qu'elle a bien voulu m'envoyer. Eh bien, Karine, c'est un lycée de Meurthe-et-Moselle. Et Meurthe-et-Moselle, c'est un département qui est juste à côté du département où se trouve Metz. Et à l'occasion de la première connexion du TGV à Metz, la première fois que le TGV est arrivé à Metz, eh bien, il y a les pâtissiers de Metz qui ont inventé un macaron. Il s'appelle le macaron Paris-Metz. Et je soupçonne Karine d'avoir voulu faire de la pub pour son macaron. Voilà. Donc on a ce macaron et on voit qu'il y a une frange que le blob, il n'a pas du tout touché au macaron. Et en fait, ce qu'on voyait se progresser au-dessus du macaron, c'était l'eau de la gélose. C'est comme ça que moi je l'interprète. Voilà. Et donc, le blob, il n'a pas du tout touché au macaron. Il n'a pas non plus touché aux pommes de terre. Comment ? Et pourtant, il était attiré. Oui, et pourtant, il a été attiré en particulier par le macaron en premier. Mais si on reste sur ce film, et c'est pour ça que c'est un danger quand même Et oui, on ne comprend rien. On comprend l'opposé d'ailleurs. Hein, voilà, donc c'est un danger ça. Et c'est pour ça que ce genre de manifestation, eh ben, c'est très utile pour décrypter tout ça. Voilà. Alors, ça, c'est le blob qui... et donc, j'essaye d'expliquer maintenant à travers la littérature, et puis je n'ai pas été chercher très loin, hein, j'ai cherché dans les publications d'Audrey Dussutour, c'est déjà pas mal. Hein. Et alors, elle a fait quelque chose de bien, en 2010 déjà, hein, c'est déjà pas récent. Hein. Elle a mis, avec ses collaborateurs, hein, elle a mis un fragment, un morceau de blob, de plasmode, parce que maintenant on va l'appeler plasmode, au centre d'une boîte de Petri gelée. Et tout autour, comme un cadran, elle a disposé des fragments de gélose qui contenaient une source nutritive, protéines, carbohydrates, donc des sucres. Hein. Et avec soit à gauche, soit plus de protéines que de sucre, à droite, plus de sucre que de protéines. Et ensuite, avec son équipe, eh bien, ils ont regardé, ils ont fait des photos, ensuite après ils ont pesé à la fin, bien sûr, et il y a tout un tas de choses dans le protocole, mais regardez ce qui s'est passé. Le plasmode, là, il s'est déplacé.
Alors ça, c'est intéressant parce que tout à l'heure, avec le macaron, il ne s'est pas déplacé, le plasmode. Il a simplement envoyé des évaginations de sa cellule. Mais là, il s'est déplacé. Regardez, il s'est déplacé où? Vers une seule. Alors évidemment, c'est reproductible. Ils ne l'ont pas fait une seule fois. Hein. Il s'est déplacé vers la source de nourriture où il y avait 2 fois plus de protéines que de sucre. Donc, ça veut dire quoi? Et ils le disent dans leur conclusion de l'article. Hein. Ils disent... Le blob est capable de sélectionner sa nourriture. Oui, mais moi je me dis, oui, c'est possible, mais c'est pas sûr. Pourquoi c'est pas sûr? Parce que rien nous dit qu'il n'a pas fui quelque chose. Il s'est peut-être retrouvé là parce qu'il fuyait ce qu'il y avait en face. Et alors, j'ai cherché et j'ai trouvé d'ailleurs, elle n'en parle pas, mais c'est normal, hein, quand on présente des résultats, on s'intéresse, on est très focalisé, et quelquefois on ne voit pas quelque chose. Hein, et donc, ils n'ont pas vu ça. Enfin, ils l'ont montré, mais ils n'ont pas vu la signification. C'est que lorsqu'il y a énormément, là, il y a 2 fois plus de protéines que tout à l'heure, hein, et il y en a 8 fois plus que de sucre. Eh bien, regardez l'effet des protéines sur le plasmode. Il éclate. Il éclate en morceaux. Et là, c'est fantastique pour l'écologue que je suis parce que ça montre que les conditions de l'environnement agissent sur le devenir de l'organisme. L'organisme s'est scindé en petits morceaux et ça, c'est un avantage sélectif, évidemment, parce qu'en réduisant la voilure, par exemple, hein, il réduit les besoins. Voilà. Et donc, en éclatant, mais alors comment ça se passe? Comment la cellule, le plasmode se scinde en petits morceaux? Ça, je ne sais pas. Voilà. Ensuite, là vous allez me dire, ouais, on a vu pour les protéines, c'est intéressant quand même. Beaucoup de protéines, en fait, tuent pas le blob. Parce que Marie-Françoise a dit, oui, mais il est immortel. Il ne tue pas le blob, mais bon, il le fait changer d'apparence, enfin aussi de structure. Par contre, si on lui met plus de carbohydrates, c'est-à-dire plus de sucre que de protéines, il meurt. Voilà. Marie-Françoise, il n'est pas immortel, il meurt. Oui, mais il n'y a pas de sucre partout. Il choisit. Oui, mais donc il meurt et donc c'est exactement la même chose. Ils le disent pas, ils le disaient pas en 2010 et je l'ai pas vu. Peut-être qu'ils le disent et l'expliquent aujourd'hui. Pourquoi le sucre tue? Ben oui, pourquoi? Je vous ai dit tout à l'heure que le tréhalose, c'est un sucre. C'est pas du sucre, c'est pas du saccharose, j'ai dit, c'est du tréhalose. Le tréhalose, il sert aux sclérotes pour être protégé. C'est un sucre. Alors je ne comprends pas pourquoi d'un côté le sucre protège et de l'autre côté le sucre tue. Alors, ça ne doit pas être le même. Voilà. Dans les confitures, le sucre protège aussi. Oui, c'est vrai. Oui, mais ça. S'il n'y avait pas de sucre. Oui, mais c'est une saumure. Hein. C'est la concentration qui protège. Oui. Mais moins, ça. Voilà. C'est vrai. Voilà. Et voilà. Donc on a vu les protéines et on a vu le sucre. Et maintenant, je vais vous parler de quelque chose, le sel. Parce que tout le monde sait que le sel, c'est un répulsif. Tout le monde le sait. Hein. Et alors, qu'est-ce qui se passe avec le blob et le sel? Regardez. C'est encore Audrey Dussoutour. Broussard, c'est un collaborateur. Je ne sais pas s'il travaille un collaborateur à l'Université de Toulouse. En tout cas, il a publié avec elle. Elle fait partie des co-auteurs. Regardez ce qui s'est passé. Eh bien, ils ont voulu tester l'effet du sel sur le blob. Alors, ils ont fait quoi? Ils ont mis des cubes de gélose contenant du sel. Ici, ils ont mis une source de nourriture, c'est de la purée de flocons d'avoine. Et là, ils ont mis un morceau de blob avec N, la N et la P. P, ça veut dire préparé, N, ça veut dire naïf. Préparé, ça veut dire que ça a été habitué. Ce sont des plasmodes qui ont été habitués au sel, progressivement au sel. Pendant une semaine, ils ont reçu des doses progressivement élevées de sel. Et N, ce sont des plasmodes dits naïfs qui n'ont pas été préparés. Ils n'ont pas été habitués au sel. Ça veut dire qu'ils vont rencontrer ce sel-là, pour la première fois.
Et regardez ce qui s'est passé. Ah, c'est fantastique, hein. Il n'y a que le plasmode qui a été préparé au sel qui est capable de franchir le pont de sel pour aller vers la nourriture. Ça, c'est intéressant quand même, hein. Et donc, voilà, et les autres, incapables. Et alors, ce qui est aussi intéressant, c'est qu'après, on a regardé, enfin, les auteurs ont regardé la concentration de sel dans le plasmode. Et elle était très élevée. Ça veut dire que le plasmode, il résiste au sel parce que lui-même, il est bourré de sel. Donc, il doit y avoir un problème, une question de pression osmotique. Et alors, on sait également qu'un plasmode, à côté d'un autre plasmode, va pouvoir créer des petites veines, les veines dont on a parlé tout à l'heure. Et de ces veines, il y a du sel qui va partir vers... c'est l'inverse de la pression osmotique finalement, parce que le plasmode qui est naïf, qui n'a pas de sel dans son cytoplasme, pas beaucoup, hein, eh bien, il va recevoir du sel du camarade à côté. Et alors, celui qui reçoit le sel, il va être capable de franchir le pont, mais celui qui a perdu son sel, il va perdre la capacité de passer le pont. Voilà, donc mais alors, donc pour que les veines se créent entre deux plasmodes, c'est pas comme les amibes de tout à l'heure, hein. Les amibes de tout à l'heure, c'était en fonction des allèles, et là non, c'est pas en fonction des allèles. Il faut que ça soit le même plasmode. C'est-à-dire un fragment qui provient d'un même plasmode pour qu'elle fusionne. Sinon, ça ne marche pas. Oui. Alors, je termine tout de suite. Je termine tout de suite. Excusez-moi, Marie-Françoise, je vous avais promis d'être... Voilà. Et maintenant, j'ai terminé. J'ai quasiment terminé. Regardez, je reviens à la diapositive avec les 12 genres. Hein. Et là, je vais toujours garder Physarum polycéphalum et je vais en prendre un autre, Badamia utricularis. J'ai pris un autre genre, une autre espèce, pour voir s'il y a une compétition pour la nourriture, pour la ressource, entre les deux espèces. Voilà. Et j'ai trouvé sur Internet, on trouve plein de choses sur Internet, c'est comme dans la forêt, on trouve plein de choses. J'ai trouvé 2 films. Et là encore, je vais vous démontrer qu'il faut faire attention à ce qu'on regarde. Ça, c'est le premier. Alors, ça c'est Physarum polycéphalum contre Badamia utricularis. Et c'est encore des élèves, ils ne sont plus du lycée, mais c'est un collège. Et c'est plus dans le nord-est, c'est dans le sud-ouest. J'aurais un exemple dans le centre. Ah, ouais. Alors regardez ce qu'ils ont obtenu, ce qu'ils montrent sur Internet. Vous pouvez les trouver avec les URL, voilà. Enfin l'URL, voilà. Regardez ce qu'ils ont fait. C'est toujours du time-lapse, hein, c'est toujours des photos réunies en regardez. Magnifique. Le blob, Badamia, regardez, on dirait un feu d'artifice. Sublime, c'est sublime. Sur le plan artistique, c'est beau, hein. C'est magnifique. En combien de temps il fait ça? Là, j'ai pas cherché. J'ai cherché pour l'autre. Ça m'a pris du temps, hein. Et là, j'ai pas cherché. Mais effectivement, je devrais chercher. Mais alors, je vais quand même revenir là. Regardez. Je vais avancer la souris. Regardez, là, dans Badamia, on a l'impression que le blob, hein, le domine, mais de la tête et des épaules. Hein, regardez. Et là, on a même l'impression qu'il va le contourner, il l'encercle. Regardez. Voilà. Regardez, il passe derrière. Voilà. C'est fou, ça, hein. Donc là, on a vraiment l'impression que c'est vraiment le blob qui est dominant et qui a vraiment une compétition pour les flocons d'avoine qui sont au centre. Hein? C'est ça, c'est les flocons d'avoine. Voilà. Alors, c'est un cousin. C'est un genre qui fait partie, c'est du genre, des 12 genres. C'est un cousin. Voilà. Ils envoient comme des missiles. Ouais. Ah non, le film est magnifique. Hein. Et alors, maintenant, je vais vous montrer la deuxième vidéo que j'ai trouvée parce que. Voilà. Et cette deuxième vidéo, c'est une anglaise
qui propose, qui a tourné cette vidéo. Donc, c'est pas uniquement en France, évidemment. Hein. Donc, c'est une Anglaise, et c'est une Anglaise qui est artiste. Donc, elle n'est pas scientifique. Elle peut être scientifique, certes, mais elle est d'abord artiste. Voilà. Et donc, elle a proposé ce film que je vais vous montrer. Et c'est presque fini, François. Regardez, à gauche, vous avez Orange, vous avez Badamia. À droite, vous avez le blob. Et au centre, vous avez des flocons d'avoine. Le blob arrive, mais regardez, le Badamia, on dirait un tsunami. Et regardez comment Badamia va... Oui, on dirait vraiment une vague, hein, Orange. Et regardez comment Badamia va arriver, et le blob, il commence à se poser des questions. Hein. Il va dans une autre direction. Oui, regardez, Badamia, en fait... Oui, il recule. Et regardez, et donc on est sur de la gélose, hein, donc il doit y avoir des molécules qui circulent. Et regardez, Badamia va franchir, un peu comme une barrière de corail, va franchir l'avoine. Non, c'est pas une variété, c'est un genre. Hein. Badamia pourrait manger le blob. Badamia pourrait manger le blob. Ah, ça je sais rien du tout. Mais en tout cas, regardez, elle se fout complètement du flocon d'avoine. Ce qui l'intéresse, c'est en découdre avec le blob. Hein. Regardez. Donc le blob, en fait, voilà. Donc on a deux situations totalement opposées. On a un premier film sur Internet, hein, où on voit le blob qui domine, c'est beau, hein. Et puis un autre film où c'est le contraire. Oui. Voilà, c'est le contraire. Et alors, je vais terminer là-dessus. Je vais terminer là-dessus parce que... Ah, c'est reparti. Attendez. Hein? Voilà. Et alors, tout ça, ça m'a fait me poser une question sur ça. Je me suis dit, oh, mais cette étoile, elle est bien orange. Elle n'est pas jaune du tout. Et je me suis dit, mais il n'y aurait peut-être pas un problème de confusion dans les enveloppes. Est-ce que le lycée en Meurthe-et-Moselle, il n'a pas reçu le blob, il a reçu Badamia? Ah, alors ça, je n'ai pas dit à Karine, je n'ai rien dit. Je ne veux pas lui faire du mal. Voilà. Voilà. Donc moi, la question que je me pose, c'est ça. La question que je me pose, après tout ça, je me dis, mais ça, à mon avis, c'est pas le blob, c'est Badamia. Comment? Voilà, donc ça c'est la fin, et voilà. Donc je vous remercie. Je crois qu'il y a déjà quelqu'un qui veut parler d'une autre expérience avec les élèves. Tiens, pardon. Oui, d'abord, merci beaucoup pour cette excellente présentation. Oui, j'ai trouvé un exemple assez curieux. C'était suite à un défi lancé par Audrey Dusautour de faire le plus grand blob du monde. Oui, j'ai vu. Et ce défi a été relevé par le lycée Pascal à Châteauroux. Ah oui, donc on professeur change professeur de sciences végétales qui a fait venir de tous les coins de France des lycéens. Ils sont assemblés, ils ont mis leur blob dans le hall du lycée Blaise Pascal. Et ils ont fait un blob de 53 mètres et 10 cm de long. Oui. Voilà. Ah oui. Et alors là, donc il y a une vidéo là-dessus. J'ai vu, j'ai vu, et je me suis dit, oui, mais alors là, à mon avis, c'est forcément des blobs qui viennent du même blob. C'est des morceaux qui viennent du même blob. Hein. C'est pour qu'ils fusionnent. Voilà. Ça fusionne si ça fusionne, si ça se rattache... ça a fusionné, puis après ils ont redécoupé. Ça veut dire que c'était des morceaux qui viennent d'un même blob. D'accord, à l'origine. Bon. Moi, après ce que j'ai compris. J'ai lu, tout à fait par hasard, dans la Nouvelle République du Centre, toujours, j'ai lu que le blob serait sensible au dérèglement climatique et qu'il y aurait des dangers de survie de ce blob. Oui. Alors là, vous faites allusion... Alors, donc, simplement pour vous dire qu'à travers le blob, on fait de la géographie, ce qui est pas mal. Hein. Mais
vous faites allusion à une autre expérience pédagogique qui a été lancée par le CNRS. Et ça s'appelle Derrière le blob, la recherche. Et ça, c'est une expérience de sciences participatives. Et moi, ça me touche, ça me parle, hein, parce que le CESCO, c'est l'origine des sciences participatives en France. Donc, ça m'intéresse, donc, et j'ai lu ça. Et le blob a été envoyé par Audrey Dussutour et son équipe à 40 000, 45 000 personnes qui ont répondu à l'offre, à la demande, à l'annonce de l'étude de sciences participatives sur le blob. Il y a plus de 45 000 personnes qui ont répondu. C'est incroyable. Et ensuite, dans ces 45 000 personnes, savez-vous, ils en ont choisi 15 000. Et vous savez comment ils les ont choisis? Eh bien, ils ont mis un blob. Et ils ont mis autour du blob, pas des aliments, ils ont mis des noms, voilà. Peut-être des noms de lycée ou de collège, je ne sais pas. Hein. Ça a peut-être éliminé plein de monde à la fois. Mais le blob, il a choisi les gens qui allaient l'étudier. Et dans ces 15 000, il n'y a que 3 500 ou un peu moins de 3 500 qui ont fait les expériences. Il y avait une quinzaine de protocoles. Et les protocoles, c'était quoi? La question, c'était quoi? C'était quel est l'effet de la température sur le blob, le plasmode, hein, c'est rien d'autre, hein, sur le plasmode, hein, entre 0,5 et 8 degrés. Et c'est pas bien compris parce que 8 degrés, c'est pas ce qui est prévu en 2100. Hein. Voilà. Et c'est 4 degrés. Et donc, j'ai pas compris pourquoi ils ont fait 8. Enfin bon. Et donc, ils ont donc les citoyens et les élèves et les gens. Il y a eu des EHPAD qui ont participé. Il y a eu des prisons qui ont travaillé, qui ont participé. On aurait pu le faire, hein, nous, avec l'association. C'est dommage. Il y a aussi des détenus, il y a aussi des élèves. Enfin, il y a eu toute une diversité dans la population qui ont participé à ce projet, qui est fini et les résultats sont en cours d'analyse par l'équipe d'Audrey, parce que les gens, j'en ai déjà rencontré 2, qui devaient donc ils recevaient les blobs. Après, ils devaient faire des protocoles. Alors, ça demandait du temps, de l'équipement et tout. Il y a même une famille qui a laissé une pièce de leur appartement réservée au blob. Parce que le blob, il devait être avec telle humidité relative. Il devait avoir telle lumière tout le temps. Alors, vous ne pouvez pas le mettre dans le salon parce que le salon, voilà. Et en plus, il y a trop de lumière, j'ai dit, hein, c'est 500 lux, voilà. Et donc, c'est pas mal. Et alors après, ils sont arrivés, alors ils ont étudié le pic d'intensité de la température, la durée de la température. Et ils ont fait ça sur le blob et sur Badamia. Et Badamia, paraît-il, je l'ai lu dans tout ça, là, il est beaucoup plus fréquent sur le sol français que le blob. C'est-à-dire on a plus de chances de trouver un blob dans la forêt orange que jaune. Voilà. Et alors, simplement pour vous dire, je termine ça, les résultats, donc on montre tout ça, et on montre que il y a plein de mortalités. Ouais, il y a plein de mortalités dues à des pics, à la durée des pics, voilà, de chaleur. Et alors j'ai parlé à des gens qui ont participé à cette expérience de sciences participatives. J'ai dit, mais comment vous savez qu'ils sont morts? Et là, la personne m'a dit, ça sent mauvais. Et ensuite, ça bouge plus et ça devient gris. Voilà. Donc voilà. Et donc c'est comme ça qu'on sait que c'est mort. Il y a une question ici et ici. Alors donc, vas-y, Garo. Juste, est-ce que je regarde justement l'image qui est projetée? En fait, ce qui est fascinant, c'est que c'est festonné de manière très régulière. Et on peut se demander quels sont les facteurs qui déterminent justement cette morphologie. Est-ce qu'elle est intrinsèque à l'organisme ou est-ce qu'elle est soumise aux facteurs du milieu? Parce qu'il y a un problème qui se pose de manière générale dans tous ces genres de cultures, cultures bactériennes ou autres,
ce sont les paramètres physico-chimiques du milieu gélosé. Le milieu gélosé contient des nutriments et mais là, n'a pas c'est forcément le même pH, oui. la même force ionique. C'est du agar-agar. Hein, voilà. Mais oui, ça dépend. Regardez, là, il faut voir que dans la photo, dans l'image ici, là, le centre, c'est un flocon d'avoine. Hein. Et en fait, le blob, il s'est déjà développé sur de la purée de flocons d'avoine ou des flocons d'avoine. Et après, il quitte. Mais les festons. Oui. Mais là, il s'éloigne du. Il a peut-être consommé ce qu'il avait à consommer, et puis il s'en éloigne. Donc, il faut aussi. Vous avez raison. Il faut savoir beaucoup de choses, des paramètres derrière la photo, derrière l'image, et en particulier de l'expérience. Cette photo, à quel stade de l'expérience cette photo a été prise? Une autre question? Oui, donc merci beaucoup. C'est une question qui rejoint un petit peu celle de mon collègue. Qu'est-ce que je veux dire? Qu'est-ce qu'on sait des stratégies d'exploration, en fait? Parce que vous avez montré des vidéos, on voyait le blob qui allait vers le macaron, en effet, mais moi, ce qui me semblait, c'est qu'il était le plus près. Est-ce que c'est parce que économie d'énergie, il envoie juste un bras pour ce qui est le plus près, il va aussi, en gros, qu'est-ce qu'on sait de cette stratégie d'exploration? Ce que je trouvais intéressant avec son confrère et apparemment ennemi, ça avait l'air terrible. Mais ce qu'on voyait bien, c'était qu'ils n'avaient pas du tout la même façon de se déplacer. Donc, moi, ce que je trouve fascinant, c'est de comprendre qu'il y a une vraie stratégie, alors que ils n'ont pas de cerveau, ils fonctionnent complètement autrement. Et qu'est-ce qu'on sait justement de... Alors, on fait même choisir les collèges avec ce principe-là. Donc, il y a quand même un principe qui est connu. Oui, mais vivre sans cerveau, il y a beaucoup d'organismes qui le font. Hein. Dans cette stratégie, alors, la stratégie de déplacement s'étudie. Avant de venir, je me suis dit, mais chercheurs toujours, ils vont me poser des questions, et ils vont surtout me poser des questions de savoir, et alors, qu'est-ce qu'on publie en ce moment sur le blob? Alors, avant de venir, j'ai fait une petite recherche sur Web of Science. C'est une base de données bibliographique. Et puis, j'ai vu qu'il y a 11 articles en 2024. Et dans ces 11 articles, il y a plein de sujets différents qui touchent la biophysique, qui touchent l'architecture, qui touchent les tissus. Voilà. Il y a tout le monde s'intéresse à ça. Et j'ai vu aussi des articles, au moins un, sur l'étude des networks, sur les réseaux du blob. Alors déjà, l'influence des canaux, voilà, et puis également le déplacement. Honnêtement, je n'en sais pas plus que ce que j'ai montré sur le déplacement du blob. J'imagine qu'il y a, quand on voit le blob en face de Badamia, il y a quelque chose qui passe, forcément. Il y a forcément des signaux qui arrivent, hein, et qui sont échangés, forcément. Hein. Et donc, ces signaux, à mon avis, sont aussi un facteur, un paramètre de l'environnement qui déclenche quelque chose. Alors, que ce soit le blob, le plasmode ou l'amibe TGV, ça fonctionne pareil. Ça veut dire qu'il n'y a pas besoin de cerveau. C'est l'environnement qui déclenche tout. Hein? Oui, ici, oui. C'est la différence de déplacement et de production des filaments chez les amibes, chez ces amibes-là, et chez les amibes-là, on appelle ça des philopodes. Voilà. Il n'y a pas que ces amibes-là qui en forment des pseudopodes. Alors ça veut dire quoi? Ça veut dire que dans ces pseudopodes, pour que ça devienne une évagination de la membrane et du cytoplasme, il faut qu'il y ait quelque chose, une armature. C'est pour ça que les architectes s'intéressent à ça. Il faut qu'il y ait des tubes, des nanotubes. Alors donc il faut les nanotubes, c'est des tubes créés avec des protéines autour. Donc tout ça, ça doit créer. Donc il doit y avoir production de ces tubes pour faire avancer un pseudopode. Un philopode, comme on dit. Alors, qu'est-ce qui détermine la cellule? Qu'est-ce qu'elle fait?
l'AMIP TGV ou l'autre, ou n'importe quel, ils ont des signaux chimiques et également des signaux de contact. C'est exactement la même chose qu'on a découvert avec le Covid. C'est un contact. Il faut que la particule qui vient en contact avec la membrane soit reconnue par la membrane. Donc il faut qu'il y ait déjà un antécédent. Donc je ne suis pas en train de noyer le poisson, je ne suis pas en train de... Mais voilà, donc là, ce que je veux, dans mon raisonnement, ce que je veux vous dire, c'est que la réaction de la cellule, elle réagit par rapport à l'environnement. Voilà. C'est tout. Et elle peut s'invaginer parce qu'elle a reconnu une nourriture ou pas. Il y a une autre question ici. Non, ce n'était pas une question. Si parmi vous ici, il y en a qui veulent s'amuser, on peut se procurer très facilement un kit blob à Paris. Je crois que c'est Nature et Découverte. Vous avez à la fois la sclérote, vous avez la gelose, vous avez les flocons d'avoine et la boîte de pétri. Vous pouvez vous amuser chez vous tranquillement. Voilà, c'est pour ça qu'on a offert un, et que j'ai fait la conférence, que je suis venue aujourd'hui. Alors, je voulais poser une question au point de vue ADN. Qu'est-ce que l'on sait? Qu'est-ce que l'on a fait? Est-ce que l'on a fait des mutagénèses déjà? Et est-ce que par rapport aux autres organismes voisins, on a une notion de séquence ADN? Oui, alors le séquençage du génome du Physarum, il a dû être fait. En fait, il faut que je regarde. Mais oui, je sais. Et, probablement. Hein. Qu'est-ce qui n'a pas été séquencé? Mais sûrement. Hein. Qu'est-ce que je veux dire d'autre? La question, c'était quoi? C'était est-ce que le génome a été séquencé? Oui. Voilà. Non, la mutagénèse, non. C'est-à-dire, c'est pas encore, autant que je sache, c'est pas encore un organisme qui intéresse la mutagénèse ou la transgénèse pour produire quelque chose. Il doit être difficile d'obtenir des crédits Non. Oui, pour le moment, c'est un organisme que, voilà. Qu'est-ce qui fascine la société et dans la société la science? C'est que la science, elle bouscule la nature et elle voit comment la nature réagit. Et normalement, quand on bouscule l'AMIP TGV, il ne se passe rien. Par contre, quand on bouscule le blob, il se passe quelque chose. Voilà. Et c'est ça qui est fascinant. Voilà. Oui, ça c'est fascinant. Mais de là à faire de la transgénèse, soit classique, soit moderne avec CRISPR, ça n'a aucun... Ouais. On peut passer à une question. Oui, merci. Merci pour cette conférence, parce que ça remettait des sciences biologiques par rapport à quelque chose qui semblait, je ne vais pas dire banal, mais pas si étonnant que ça dans le monde du vivant. Il y avait une question en lien avec ça, c'est le N chromosome. Il est à combien, le N? Alors, le N, il doit... Vous me posez des questions difficiles. Oui, désolé, il doit être faible. Il doit être faible. Il doit être faible. Faut voir. Bon. Écoutez, si vous m'écrivez, je vous répondrai. D'accord, non, mais on cherchera. Alors, j'avais autrement deux remarques. Quand on voyait sur la gélose dans un milieu limité, parce que là, le milieu était limité, cette, entre guillemets, compétition, ça faisait penser à ce qui s'était passé entre bactéries champignons et la découverte des antibiotiques. Ça faisait penser à ça. Parce qu'on s'intéresse à ce que le blob avale, si je puis dire, mais qu'est-ce qu'il excrète? Qu'est-ce qu'il y a comme facteur limitant qu'il met dans le milieu, ou l'autre, la badania, qui permettrait de comprendre ce que fait le blob. Une autre remarque, c'est application médicale, parce que je crois avoir vu qu'il y avait des applications médicales. Je réponds... Merci. Voilà. La première chose, les animaux et les protistes ne font pas comme les champignons et les bactéries. Les champignons et les bactéries digèrent et ingèrent. Les protistes et les animaux, ils ingèrent et ils digèrent. C'est pas pareil. Voilà. Donc,
si les champignons produisent des enzymes à l'extérieur pour digérer le substrat, pour ingérer les produits de la digestion des substrats, c'est pas pareil. Et donc il n'y a aucune raison que le blob libère des enzymes dans les milieux extérieurs. Il n'y a aucune raison. Il aura, à mon avis, comme toutes les cellules, des récepteurs à la surface de la membrane plasmique, de la membrane de la cellule, et qui vont reconnaître des particules. Voilà. Et à partir de ce moment-là, il va y avoir vagination ou pas. Voilà. Et formation d'une vacuole alimentaire avant la digestion. Ça, donc voilà, moi, c'est pas des champignons. Hein. C'est pas des champignons, ils digèrent pas et ils ingèrent pas. Ils ingèrent et ils digèrent, c'est pas pareil. Voilà. Et puis la deuxième question, c'est concernant l'intérêt médical. Moi, je connais un seul intérêt médical, et j'en ai parlé, c'est d'étudier la formation des veines. Des vaisseaux. Oui, voilà, voilà. Et donc le blob, il est utilisé au moins une raison, je ne connais pas les autres, mais c'est parce que je me suis intéressé à ça pour justement creuser un peu cette histoire de canaux là. Et donc même si ce ne sont pas des veines, même si ce ne sont pas des vaisseaux, c'est quand même un modèle expérimental pour étudier comment se forment les vaisseaux, en particulier lorsqu'il y a une cellule cancéreuse. Une autre question ? En fait, c'était un peu la même question. Je voulais savoir dans la médecine quels sont les intérêts du blob. Voilà. Et je voulais aussi vous demander une question annexe. Le blob, vous avez montré qu'il a énormément de cousins. Est-ce qu'on sait les différences entre justement différentes, non? Il y en a une. Une question de noyaux, ils en donnent plus ou moins de noyaux, ils sont plus ou moins voraces. Eh bien, en tout cas, il y a au moins une différence entre Badamia et Physarum. Oui, Badamia utricularis et Badamia Physarum polycephalum, ils n'ont pas les mêmes pigments. Ils n'ont pas les mêmes. Et non. Il y en a un qui a des pigments jaunes et l'autre des pigments oranges. Donc, ce n'est pas les mêmes molécules. Et donc, voilà, dans l'évolution, mais l'effet des molécules est le même. C'est-à-dire, elles protègent contre les UV et aussi doivent avoir un rôle photopériodique, voilà, comme le pigment jaune. Par contre, c'est un pigment que nous, on voit orange. Alors, pour continuer avec les cousins-cousines, comment vous distinguez les cousins des cousines ? Eh bien, moi, les cousines, c'est les espèces, les cousins, c'est les genres. Ah ça, c'est de la triche. Hein. C'est de la triche. Bon, donc, une autre question ici. Oui, une petite question naïve. Moi, je connaissais le terme protozoaire. Est-ce que ça a un rapport ou pas du tout? Alors, le terme protozoaire, c'est un terme ancien, obsolète. Il est encore utilisé en particulier par les anglophones, protozoa. Et honnêtement, maintenant, c'est quasiment obsolète. Les protozoaires, c'est des protistes hétérotrophes. Dans le monde des protistes, vous avez deux grandes catégories. Les autotrophes, c'est-à-dire ceux qui font la photosynthèse, les microalgues, et les hétérotrophes, ceux qui sont obligés d'obtenir les molécules, les nutriments en avalant, en ingérant des molécules déjà synthétisées. Ce sont des hétérotrophes. Et entre les deux, il y a des mixotrophes. C'est-à-dire qu'il y a des hétérotrophes qui ont réussi à piquer des plastes de la photosynthèse de microalgues. Et ça, c'est terriblement intéressant, les mixotrophes, parce qu'il y en a qui sont... il n'y a pas que les protistes, il y a aussi des vers qui font ça. Ils piquent, c'est-à-dire ils avalent des microalgues et ils ne digèrent pas toute la microalgue. Ils digèrent tout, sauf des plastes. C'est-à-dire les plastes. C'est incroyable, ça. Comment la cellule, à l'intérieur de sa cellule, comment elle détermine que ça, il ne faut pas le digérer. Comment ? C'est fantastique. Et donc, on a des protozoaires qui ingèrent des microalgues, qui ne digèrent pas tout, c'est-à-dire ils ne digèrent pas le plast, et le plast fonctionne. Mais si ça se passe uniquement comme ça, il y a un problème. C'est que la photosynthèse, ça marche avec une enzyme qui s'appelle la Rubisco, qui capte le CO2. Sauf que cette Rubisco, elle a un temps
d'activité. Et au bout d'un certain temps, c'est fini. Elle est dénaturée. Et il y a d'autres petits malins, c'est des ciliés qui ont trouvé l'astuce, hein, le moyen d'avaler des microalgues, de ne pas digérer les places et de ne pas digérer le noyau de la microalgue. Alors c'est aussi incroyable. Comment ils font. Alors il y a les places qui sont dans des vacuoles, noyaux dans d'autres vacuoles. Et ce qui est intéressant, c'est que les gènes qui expriment la rubisco de la microalgue qui a été ingérée, où il n'y a plus que le place qui fait la photosynthèse et le noyau qui contient les gènes, les gènes activent la production de rubisco pour le place. Ça veut dire qu'avec ce système-là, le prédateur, c'est un cilié, il peut rester beaucoup plus longtemps avec ce qu'il a mangé. C'est-à-dire après, il fait de la photosynthèse. Voilà. C'est fantastique. Vraiment, c'est un monde. La biologie est un monde fantastique. Oui. Je voudrais juste faire un commentaire sur ce que vous venez de faire. Les chloroplastes d'un côté et les mitochondries de l'autre, par exemple, pas la même origine. Et en particulier, les chloroplastes ont une enveloppe extérieure pour mettre de l'alcool liquide, alors que les mitochondries, c'est des phospholipides. Donc, les capacités hydrolysées, si vous voulez, un terme un petit peu facile, disloqué sous les structures moléculaires, ça dépend évidemment de la nature de l'acide. Vous n'avez pas les enzymes correspondantes, vous n'avez pas de galactose, vous ne pourrez pas digérer. Quant à l'autorubisco, qui est donc la régulose bisphosphate carboxylase, c'est une enzyme de fixation du gaz carbonique, mais qui est dans le stroma du place. Même du chloroplaste. Donc il faudrait franchir la barrière du chloroplaste pour pouvoir atteindre. Et alors, juste pour terminer, vous parlez de mitochondrie et place. C'est. Il y avait une question là-bas. Mais juste pour vous dire que. Sans doute la dernière. Oui, juste pour vous dire que mitochondrie. C'est la dernière. C'est la dernière. Mais avant la dernière, c'est un petit. Je rebondis sur ce qu'a dit monsieur. La mitochondrie, les mitochondries ont une origine bactérienne. C'est une bactérie qui a été, comme les microalgues dont j'ai parlé, elle n'a pas été digérée et elle s'est installée dans le cytoplasme et elle est coévoluée avec son hôte et elle a coévolué de manière à perdre son statut d'espèce et à devenir un organite. Voilà. Et c'est la même chose avec le place, sauf que ça ne s'est pas passé au même moment. Et ce qui est étonnant, c'est que la mitochondrie, ça ne s'est passé qu'une seule fois. Le place, ça s'est passé plusieurs fois. Et on a des places qui ont... qui reviennent d'une endosymbiose primaire, secondaire, tertiaire, quaternaire, c'est ça. Voilà. Alors que la mitochondrie, c'est primaire. Et alors, la bactérie qui a donné, on le sait parce qu'on compare les mitochondries et les plaques sont deux organites qui possèdent leur propre ADN. Oui. Oui, mais ils ont perdu des gènes, mais c'est de l'ADN bactérien. Quand on compare le génome d'une mitochondrie avec le génome des rickettsia, c'est-à-dire des bactéries parasites, eh bien on voit que le génome, il rentre dans le génome actuel de la rickettsia. Et donc, d'un côté, vous avez les mitochondries qui sont issues d'une bactérie parasite, et de l'autre côté, les places, c'est issu d'une cyanobactérie. Ce n'est pas une bactérie parasite, c'est une bactérie qui fait la photosynthèse. Donc, j'avais une question. On va finir avec la dernière question, s'il vous plaît. Voilà, qui est sur l'étude des voies métaboliques. Est-ce que dans le blob, est-ce qu'on a étudié la glycolyse, la synthèse protéique, les enzymes impliquées? Qu'est-ce qui se passe dans ces... Je vais vous répondre par une pirouette. Sûrement. J'en sais rien. D'accord. Bon, mais écoutez,
Non, là, il faut vraiment arrêter. Donc, on vous remercie infiniment. Merci. Marie-Françoise.